Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire des mercredis de l'orientation qui est organisé par la région Sud en partenariat avec la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CARIFOREF et le NICEP. Je vais commencer par laisser la parole à Cyril Liébard. Donc Cyril, qui est chargé de mission emploi à la région Sud et chef de projet du dispositif Un par un emploi, qui va vous donner un petit peu les objectifs de cette série de webinaires que nous commençons ce mercredi. Tout à fait, Benoît. Merci beaucoup pour ton introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, nous sommes ravis de nous accueillir nombreux dans le cadre de notre nouvelle programmation 2022-2023 à ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation, alors que nous avons intitulé « Comment décrocher son stage d'observation en troisième, comment optimiser ses chances ». Donc, on est vraiment sur une étape structurante et primordiale que nous allons aborder aujourd'hui. Très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder notre thématique pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le ministère des services académiques ainsi que le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne, baptisés donc les mercredis d'orientation. Et ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information, d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Donc, on a programmé une douzaine de webinaires entre novembre 2022 et fin mai 2023, webinaires qui vont viser plusieurs objectifs. D'une part, de vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation, et d'autre part, effectivement, de répondre au mieux aux attentes, aux questions, pour que cette période soit tout simplement vécue pleinement et non pas subie. Pour rappeler également que ces webinaires se veulent complémentaires du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN, les CI et dans les CIO. Complémentaire également de toutes les réponses et outils existants par ailleurs, tels que les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont proposés sur le site Orientation Région Sud, mais aussi des outils qui sont accessibles sur ce même site, tels que les fiches métiers, le recensement de tous les salons, la plateforme téléphonique de conseil du CARIF, le GPS de l'orientation Carte au Sud. Et vous précisez également que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion. Je pense que Benoît le rappellera également. Et nous les ferons remonter à nos intervenants en cours et en fin de webinaire. À titre indicatif, si vous souhaitez revenir sur des points qui sont évoqués durant ces temps en direct, sachez que ces webinaires seront accessibles et consultables sur le site orientationregionsud.fr. On a une page dédiée directement accessible sur le site. Je pense que j'ai été exhaustif. Je vous remercie. Je laisse la parole à Benoît pour une présentation des intervenants présents aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Cyril. Cyril, ce que je te propose, c'est peut-être que tu puisses remettre dans l'onglet questions les différents sites que tu as évoqués qui permettront ensuite aux personnes connectées de pouvoir aller regarder plus en détail ces différents espaces. Justement, comme Cyril l'abordait juste avant, bien entendu, vous avez en bas à droite de votre écran un onglet questions et n'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions qui vous paraissent utiles par rapport à la thématique de ce webinaire et avec Grégory Gilou et Elisabeth Fuchs, nous essaierons d'y répondre au maximum sur ce temps qui nous est donné puisque nous serons connectés jusqu'à 17h45. Sur ce webinaire. Pour revenir rapidement sur cette thématique, comme Cyril l'a expliqué, donc nous sommes sur un webinaire dédié aux parents et aux collégiens sur comment décrocher son stage de troisième et comment optimiser ses chances de réussite. En effet, le parcours à venir dans lequel les jeunes, depuis la sixième, sont enregistrés jusqu'à la terminale va leur permettre de construire progressivement et tout au long de leurs études une véritable compétence à s'orienter. Il s'agit d'un parcours totalement individuel d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Et bien entendu, donc au collège, le stage d'orientation de la classe de troisième est l'un des piliers de ce parcours à venir. Pour en échanger, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Gilou, qui est le principal du collège Nicolas-Claude Fabry de Pérex à Toulon. Bienvenue Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Et Elisabeth Fuchs, qui est la directrice régionale Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur du réseau des entreprises pour la cité. Bienvenue Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous.
Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais commencer par m'adresser à vous, Grégory. Peut-être dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler les objectifs du stage de troisième et ses modalités? Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, principal du collège Péresque à Toulon, un établissement en réseau d'éducation prioritaire au centre-ville de Toulon. Le stage de troisième, qu'on appelle communément stage de troisième, hein, normalement, sa terminologie exacte, c'est séquence d'observation au milieu professionnel. En effet, c'est un stage obligatoire, hein, à savoir qu'en tant qu'établissement public local d'enseignement, on doit le mettre en œuvre dans notre établissement. Donc, charge aux établissements de prévoir l'organisation de ce stage auprès de ses élèves. Alors, l'objectif de ce stage, hein, comme l'a dit Monsieur Herth, c'est vraiment un stage, comment dirais-je, qui est intégré pleinement au parcours à venir. Et il a pour objectif essentiel de faire découvrir le monde du travail, de faire partager le quotidien de professionnels et créer en quelque sorte une petite expérience concrète pour nos jeunes collégiens qui ont entre 14 et 16 ans pour les plus âgés. Ça leur permet aussi de prendre un peu confiance en eux pour en découvrant un nouvel environnement. Et surtout, ça leur permet aussi de participer à construire, à finaliser leur projet d'élaboration de projet d'orientation post-troisième, même si il n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quelque chose qui est important quand même dans la construction du projet des jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je veux peut-être pas trop. Allô? Oui. Pardon, j'avais coupé le micro justement pour ne pas faire d'interférence, excusez-moi. Peut-être justement, Grégory, ce que vous évoquiez est un point qui est important sur ce stage de troisième. Il s'agit vraiment d'un stage d'observation et la notion d'observation est quand même très importante. Oui, tout à fait. C'est un stage d'observation, c'est-à-dire que normalement, les élèves, voilà, ce n'est pas un stage d'initiation, ils vont absolument pas pratiquer une activité. Ils sont là pour observer, prendre des notes, interroger, découvrir un organigramme d'entreprise, découvrir les différentes structures, les relations entre les différents professionnels dans les différentes structures. Et ça, c'est essentiel. Et généralement, la plupart des établissements demandent à ce qu'il y ait un retour qui sera travaillé en classe. Alors, souvent, il y a la rédaction d'un rapport de stage qui permet à l'élève de réfléchir et d'échanger avec son équipe pédagogique sur tout ce qu'il a vu durant ce stage. Alors, ce rapport de stage, il est souvent utilisé dans le cadre du parcours à venir pour éventuellement être choisi par l'élève dans le cadre de l'oral du DNB, de l'épreuve orale du DNB qui se déroule normalement au mois de juin sous l'organisation de l'établissement, puisque contrairement aux autres épreuves écrites qui sont fixées nationalement, là, c'est l'établissement qui, au travers de son conseil d'administration, arrête une date pour cette orale du DNB. Très bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ces premiers points sur ces objectifs de ce stage. Elisabeth, de votre côté, peut-être nous présenter un petit peu le réseau des entreprises pour la cité. De quelle manière vous œuvrez pour aider à ce stage de troisième? Oui, alors le réseau Les Entreprises pour la Cité est une association d'entreprises fondée en 1986 par Claude Bébéard. Donc on a plus de 35 ans d'existence. On travaille avec des entreprises membres sur leur démarche d'innovation sociale. C'est très large, hein, ça va des sujets d'égalité des chances dans l'éducation, découverte des métiers avec des jeunes, des élèves, essentiellement des collégiens. On travaille beaucoup avec les élèves de troisième, mais on s'interroge aussi à mettre en place des actions pour les plus jeunes dès la cinquième. Et puis ensuite, on travaille sur les sujets d'accès à l'emploi de tous les publics. On travaille sur les sujets d'inclusion et de diversité dans l'entreprise.
entreprises, on anime la charte de la diversité au niveau France, et puis on a tout un dispositif d'accompagnement des entreprises mécènes via de l'animation de groupes d'entreprises engagées, via des fonds de dotation, fondations d'entreprises, dans des investissements de solidarité. Sur les stages de troisième, alors on est engagé depuis 2018 auprès notamment de l'ANCT, dans le cadre du déploiement du dispositif Mon Stage de Troisième. Donc, on fait partie des opérateurs nationaux du dispositif Mon Stage de Troisième. Et donc, on a une certaine expérience, effectivement, de l'accompagnement des établissements REP plus REP dans la prise en main de l'outil Mon Stage de Troisième, que certains d'entre vous, parents, élèves, enseignants aussi connaissaient déjà. Et on travaille aussi donc, avec les entreprises privées et les établissements publics, les offreurs de stages, pour les encourager à prendre du temps sur leur temps de travail pour accueillir des jeunes, des élèves, pour conforter en fait leur choix d'orientation professionnelle, que ce soit dans le monde, dans le secteur privé, que ce soit dans des grands groupes, des TPE, PME sur les territoires, que ce soit parfois dans le milieu associatif qui est moins connu, ou bien dans le monde des institutions, leurs collectivités territoriales ou instances de l'État, instances déconcentrées de l'État. Voilà notre rôle, notre positionnement. Après, sur le, voilà, je ne sais pas s'il faut aller directement dans le vif du sujet. On va y aller. Comment je trouve le stage. Voilà, si j'embraye, on peut le faire. La question pour un élève en troisième, c'est souvent aussi avec l'appui de son professeur principal, c'est d'abord quel stage, quel secteur. Et en discutant avec les professeurs, avec les élèves, souvent l'idée c'est de valider ce premier choix, cette première perception qu'a le jeune. Ça peut être en échangeant avec ses parents, avec ses amis, avec les professeurs qui le connaissent, avec parfois aussi les principaux des établissements pour exprimer toutes les interrogations que l'élève peut avoir par rapport à son orientation en se disant voilà, j'aime telle et telle matière, je suis fort ou forte dans telle et telle matière, je pense m'orienter vers ce secteur. Est-ce que j'ai raison ou pas? L'idée, c'est vraiment de discuter avec un maximum d'adultes. Cyril Libert a parlé aussi des différentes fiches métiers, des documentations existantes. Donc, on recommande vraiment à chaque jeune, avec l'appui de son professeur principal, d'aller au CIO, vérifier, aller dans les bibliothèques, dans tous les centres de ressources à la disposition des élèves pour se documenter, s'interroger au préalable. Et puis, se dire, idéalement, j'irai dans tel ou tel secteur, a priori, d'après ce que j'ai pu identifier de mes appétences, compétences. Ce qu'on recommande aussi, c'est d'essayer de rencontrer ou de discuter avec quelques adultes travaillant déjà dans ce secteur en amont, que ce soit dans le cadre familial. On a tous un réseau en fait qu'on ignore. Alors nous, les adultes, souvent, on le connaît mieux, notre réseau professionnel. Les élèves, souvent, l'ignorent en se disant je ne connais personne. Souvent, c'est beaucoup de stress, puisque ce sont des stages obligatoires et puis qu'il faut les trouver dans un temps imparti relativement court, entre la première semaine de la rentrée et parfois début novembre, on commence à leur dire voilà, il faut que tu aies ton stage, sinon, ah là là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il y a une certaine forme d'inquiétude. Et nous, on essaie de les rassurer en leur disant que chacun d'entre eux dispose déjà d'un réseau familial et puis aussi professionnel, parce qu'en interrogeant dans son écosystème à la fois qui occupe tel poste, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des amis, etc. L'idée, c'est d'identifier quelqu'un qui peut occuper le poste auquel on pense et puis de le faire parler, pour valider, encore une fois, cette histoire de secteur d'activité. Après, comment faire, pareil, Cyril, tout à l'heure, a évoqué des salons professionnels. Moi, j'encouragerais vraiment... Alors, on a une grande connaissance des établissements REP plus REP. Souvent, les jeunes, lorsqu'ils se précipitent, ils vont aller dans les établissements, dans les entreprises à côté de l'établissement qu'ils connaissent. Ça peut être une pharmacie, une boulangerie, une épicerie, parfois une entité un peu plus grande. Ça peut être une usine à côté ou un centre, un centre commercial qu'ils connaissent. L'idée, c'est de réfléchir parfois aussi au-delà de ces premières entreprises ou premiers établissements en proximité du collège, et en se renseignant avec l'aide de leurs parents si possible. J'espère qu'on a quelques parents connectés aussi ce soir.
que les parents accompagnent aussi certains jeunes de troisième dans des salons. Typiquement, actuellement, on a des salons de l'étudiant ou des lycéens qui ont lieu. Alors, c'est le soir, ça peut être le vendredi soir, c'est souvent aussi les samedis dans la journée. Le fait d'aller dans ces salons accompagnés par les parents permet aux jeunes de rencontrer des responsables RH, des recruteurs ou des personnes ambassadrices des entreprises. Parfois, c'est des chefs d'entreprise en direct. Donc, ils n'ont pas forcément tout à fait le profil que les entreprises recherchent ce jour-là, puisque les entreprises cherchent des étudiants et des lycéens. Mais c'est pas grave, parce qu'au moment des salons, souvent, on a du temps, on a un stand, voilà, on rencontre un peu tout type de profil, et ça permet aux jeunes, avec leurs parents, de rencontrer un nombre important d'entreprises, de secteurs d'activité, de poser toutes les questions, il n'y a aucun enjeu, et de se dire, tiens, ça me plaît, ça me plaît pas, ça, j'y avais pas pensé, et bien pourquoi pas, et puis de parler aussi des histoires de distance et de mobilité. Parce que ça, c'est un gros sujet aussi pour les élèves, puisqu'ils ont en troisième, 14-15 ans, et que souvent les parents s'interrogent sur la distance à parcourir et les temps de transport et les modalités de transport. Donc, c'est aussi trouver un employeur qui soit accessible dans un temps raisonnable et que le temps de parcours puisse rassurer les parents. Donc voilà, nous ce qu'on conseille vraiment, autant que faire se peut, c'est à tous les jeunes de vraiment voir cette recherche de stage comme un projet, autant que possible aussi y aller à plusieurs. Si les parents ne peuvent pas y aller, c'est aller aussi avec des copains. Identifier un petit peu les salons, les rencontres professionnelles organisées en ce moment pour faire découvrir les métiers. Et puis après, dans tous les territoires, on a un tissu économique connu. On a les réseaux des CCI, les MEDEF, l'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres, pour ceux qui veulent avoir faire des études un peu plus longues. On a les réseaux des dirigeants des ressources humaines, la NDRH, Pôle emploi. On a des syndicats sectoriels aussi, l'UMM ou l'UMI pour le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration. On a les secteurs santé, etc. Tous ces secteurs organisent régulièrement des rencontres en physique ou des rencontres aussi ou des temps en digital. Et ça peut être l'occasion de participer, s'interroger, poser toutes les questions, etc. Les profs aussi, pour ceux qui ont un peu de temps, peuvent y aller pour, pareil, se documenter, représenter un peu leurs élèves et les accompagner dans leur recherche. Ensuite, il y a le niveau banque de stage. Alors ça, pareil, c'est tout un sujet. Avant la plateforme Mon Stage de troisième, certains départements avaient déjà mis en place des banques de stage. C'est piloté soit par les conseils départementaux. Si on prend par exemple en région PACA, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis en place une banque de stage qui fonctionne très bien. Je vais d'ailleurs vous envoyer le lien pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est stage de découverte 13, si on ne se trompe pas, je vous mets ça dans la partie questions. Alors, il faut que je pose une nouvelle question. C'est ça. Mais sinon, je vais lui mettre le lien. Voilà, on va voir si ça marche. Voilà. Donc, pour les Bouches-du-Rhône, on a une plateforme qui fonctionne très bien, à laquelle tous les jeunes peuvent se connecter, si tant est qu'ils sont localisés dans ce département. Et dans les autres départements, il y a un site qui permet de référencer, au-delà des sites aussi de la région qu'il faut absolument consulter pour identifier un peu déjà tous les outils existants. Il y a un autre site qui est intéressant, c'est Stage troisième pour tous. Pareil, je vous le mets en lien. Et qui permet ensuite de repérer un certain nombre d'acteurs engagés sur le sujet en région PACA. On a aussi c'est l'étudiant, en fait, le site de l'étudiant qui avait fait un article spécifique et qui avait mis en place une carte nationale de consultation des offres de stage à l'attention de tous les élèves de France. Et ça permet de repérer notamment les… alors, je cherche là du coup le lien à nouveau parce que je suis en train de naviguer, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Il faut que je vous retrouve. Là, pour le coup, j'ai tellement de choses ouvertes que je ne retrouve plus le webinaire. Ce qu'on peut voir, c'est que justement, il y a pas mal d'aides et d'outils qui existent qui permettent de trouver son stage de troisième qui n'ont pas forcément de réseau.
Peut-être Grégory, de votre côté en tant que principal Oui, d'établissement, voilà, comment vous, de votre côté, vous accompagnez aussi vos élèves dans la recherche de leur stage? alors si vous le permettez, je rebondirai bien sur les propos Bien sûr. de Madame Fuchs. Je souscris bien évidemment à tout ce qu'elle a dit. J'aurais quand même envie d'insister sur un point, hein, qui est très important selon moi. On est face à des élèves de 14, 16 ans, on va dire pour les plus âgés. Euh, c'est vraiment un des objectifs de ce stage. Et on demande généralement, les chefs d'établissement, à nos équipes d'être très vigilants là-dessus, c'est de faire en sorte que ce stage soit vraiment une découverte du monde économique et professionnel dans sa diversité, hein, et que, si possible, ils puissent aussi, je veux dire, s'inscrire dans un environnement très différent du milieu scolaire. Ça, c'est essentiel. Et déconstruire certains préjugés par rapport aux réalités du monde du travail. Voilà. Et découvrir aussi les différentes compétences nécessaires à l'exercice de certains métiers. J'insiste là-dessus parce que, notamment en éducation prioritaire, mais ça concerne, j'ai exercé dans d'autres établissements plus favorisés socialement, les élèves ont tendance à rester vraiment sur des représentations de métiers qu'ils croisent dans la rue, dans leur quotidien ou dans le monde familial. Et c'est très important que les équipes, par différents biais, hein, comme ça a été évoqué par Madame Fuchs, puissent ouvrir les élèves vers d'autres perspectives. C'est essentiel. Alors, comme il y a des parents qui nous écoutent, je dirais que c'est aussi très important que les familles s'emparent justement de ces questions et accompagnent l'enfant, l'adolescent dans cette recherche de stage. J'ai bien dit accompagner et pas faire à la place, parce que parfois, il y a un certain nombre de parents qui, pour bien faire, donnent clé en main un stage. Or, ça fait partie aussi du développement de certaines compétences, d'un processus d'apprentissage, d'apprendre à se présenter, à faire un CV, même s'il n'y a pas eu d'expérience professionnelle. Et c'est très utile pour nos élèves. Voilà, comment se présenter, comment passer un appel téléphonique, comment prendre un rendez-vous pour décrocher le stage. C'est essentiel. Pour revenir à votre question, monsieur Hers, au-delà de tous les sites qui existent, et dont notamment la plateforme Mon Stage en troisième, un certain nombre d'établissements, enfin moi je sais, c'est ce qu'on met en place dans mon établissement, on a aussi une banque de stages, puisque chaque année, on a, moi j'ai 180 troisième, j'ai environ 180 stages, et donc on demande à nos professeurs à minima de les visiter ou de passer un appel téléphonique. Et donc, il y a un lien fort qui se crée avec les différents lieux de stage. Et quand ça s'est bien passé, eh ben, on fait en sorte de pouvoir reproposer aussi ces stages aux futurs élèves des cohortes suivantes. Et ça, c'est important. Et c'est souvent assez intéressant. Voilà. On organise aussi enfin en tout cas dans beaucoup de collèges, soit des forums de métiers à échelle locale, hein, en utilisant les différents parents d'élèves et le réseau de l'établissement. Et ça nous permet aussi d'avoir aussi des stages pour nos élèves. Mais je dirais quand même que malgré tous les efforts, hein, de part et d'autre, le stage de troisième reste quand même une épreuve pour un certain nombre de familles et d'élèves, car ce n'est pas toujours évident de trouver ce stage. Ça a été particulièrement difficile les 2 dernières années avec la Covid. Et après, selon les choix que font les établissements en ce qui concerne les dates, ça peut être plus ou moins facile voilà, dans les établissements. Je sais que nous, par exemple, sur l'aire toulonnaise, on essaye de faire en sorte, donc c'est le cas dans la majorité des communes, hein, on essaye de faire en sorte au niveau des chefs d'établissement de ne pas mettre nos semaines de stage la même semaine, parce que sinon il va y avoir un nombre d'élèves très très important qui vont se retrouver à la recherche de stage, en sachant que pour beaucoup d'entreprises, ils ont tendance à préférer prendre des élèves en CAP sur un stage ou des niveaux supérieurs, et ils sont parfois un peu moins intéressés pour prendre des élèves en séquence d'observation milieu professionnel, parce qu'ils sont plus jeunes
parce qu'il va falloir plus s'occuper d'eux. Voilà. Après, c'est l'intérêt justement pour l'établissement de nouer vraiment des liens très forts avec le monde économique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure un des points aussi qui est important, c'est le CV. Alors, c'est sûr que quand on est en troisième, on n'a pas forcément d'expérience professionnelle et de quoi faire un CV en tant que tel, mais je pense que c'est aussi une première approche de la confrontation du jeune avec le monde professionnel. Et donc, il est important de pouvoir, et vous me passerez l'expression entre guillemets, se vendre auprès des entreprises. Donc, quels conseils vous pourriez donner justement à un collégien ou aux parents qui peuvent aider leurs enfants à faire leur premier CV? Quels conseils vous pourriez donner pour valoriser des compétences, des initiatives sur un CV, sur leur premier CV? Peut-être, Elisabeth, une première approche? Oui, c'est pas un exercice effectivement très évident pour les élèves, et c'est pas ce qui va être absolument déterminant non plus sur le positionnement du jeune dans l'entreprise ou le choix de l'entreprise par rapport aux jeunes. En même temps, c'est un bon moment pour s'interroger pour la première fois sur qu'est-ce qu'un CV, à quoi ça sert et qu'est-ce que je peux écrire, puisqu'il faut bien un jour commencer. Alors à 14-15 ans, les jeunes souvent ont très peu d'expérience à valoriser, donc ce qu'ils peuvent noter, c'est ce qui les intéresse, ce qu'ils ont pu apprendre, à leur parler de compétences acquises dans certaines matières ou de points forts, et puis aussi d'envie, en disant voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est par exemple la résolution de problèmes, où je suis particulièrement curieux et j'ai envie de comprendre comment telle entreprise exerce tel métier, comment tel produit peut être conçu de sa création ou de l'idée du produit jusqu'à sa fabrication et vente. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de verbaliser à la fois des compétences acquises un petit peu à l'école, des appétences, et puis des premiers éléments de compréhension sur des éléments de la vie économique ou aussi dans le service public. Par exemple, je suis très curieux, je me destine par exemple au service public, j'aimerais bien mieux comprendre comment fonctionne par exemple une préfecture ou un conseil départemental. Je serais ravie de pouvoir rencontrer certaines personnes dans vos services, par exemple à la direction générale des services, et puis peut-être à la communication, peut-être le service formation. C'est souvent d'ailleurs ces services qui sont mobilisés pour l'accueil des jeunes. Et voilà, de montrer par ce CV la curiosité de l'élève. Après, il y a des débats parfois sur les adresses électroniques des jeunes, les adresses e-mail, est-ce qu'ils ont des adresses ou pas? Quelles sont les adresses qu'ils utilisent? Est-ce qu'elles font sérieuses, pas sérieuses? Alors bien sûr, il faut des adresses correctes dans leur sémantique. Il faut aussi que ce soit des adresses e-mail qui soient effectivement consultées. Parfois, on a des retours d'entreprises qui nous disent, par rapport à mon stage de troisième, par exemple, que l'élève ne fait pas de retour au moment où l'entreprise a accepté le stage. Donc, ça peut être un petit peu gênant. On a parfois des entreprises qui nous disent peut-être qu'on devrait mettre l'adresse email des parents, mais alors sous réserve que les parents soient eux-mêmes réactifs par mail. Bon, donc, il y a tout un débat sur l'adresse. Aujourd'hui, les élèves de troisième ont souvent des téléphones portables. Le téléphone fonctionne assez bien pour le coup. Donc les numéros en 06 sont à noter évidemment pour les contacts. Et puis, si on fait le transfert aussi par rapport aux candidats pour des postes de travail, photo, pas photo, on peut se rompre à l'exercice de la photo sur le CV, mais évidemment, il faut que ce soit une photo valorisante pour le jeune, sérieuse, et si le jeune n'a pas de photo convenable, autant ne pas en mettre. Voilà. Souvent, la photo est utile pour se souvenir. Alors, c'est surtout quand on est en recrutement, qu'on a beaucoup de CV d'un coup. Ça permet surtout de mémoriser les candidatures. Pour un stagiaire, un jeune, c'est pareil, ça permet un peu de mémoriser, mais ce n'est pas un élément déterminant dans le choix du stagiaire. Donc voilà, en tout cas, l'exercice de réalisation du CV est intéressant. Ça fait souvent peur aux jeunes, mais l'idée, c'est de commencer une page blanche. Ou alors, il y a des modèles. Après, il y a des modèles de CV. Je ne sais pas si, au niveau des collèges, votre établissement, Monsieur Gilou, vous consultez certains sites. Alors, on parle beaucoup de Canva en ce moment. C'est très à la mode. Des sites de conception de CV. Et c'est vrai que ça peut être rassurant pour un jeune, plutôt que de prendre un document Word blanc, page blanche, qui fait très peur, de partir tout de suite sur des modèles jolis, graphiquement sympathiques, dans lesquels ils se trouvent plus facilement et ils vont être moins secs en termes de formulation.
Grégory, à ce sujet? Oui, écoutez, les établissements, notamment par le biais des professeurs principaux, hein, chaque professeur principal de la classe, généralement, travaille une ou plusieurs séances sur ces questions-là de rédaction de CV et utilise différents outils, dont certains qui ont pu être évoqués ici. Je dirais quand même, pour corroborer votre propos, Madame Fuchs, en effet, hein, le CV d'un élève de troisième n'est pas déterminant. Il faut surtout qu'il s'interroge, en effet, et qu'il reste le plus, comment dirais-je, le plus logique par rapport à son projet, qui mette en valeur ses motivations, ses centres d'intérêt, c'est essentiel. Et après, moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est le travail après de présentation pour contacter l'entreprise et justement qui est vraiment une rigueur par rapport à tous ces aspects. Bon, voilà. Après, maintenant, c'est vrai qu'ils ont pratiquement tous un téléphone portable, donc l'appel téléphonique auprès d'entreprises qui sont un peu plus éloignées de leur lieu d'habitation, c'est un outil. Ils peuvent aussi envoyer des courriels, mais c'est vrai que je vous rejoins, il arrive fréquemment qu'ils ne répondent pas après aux courriels, puisque nos jeunes sont plus sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, et ils utilisent finalement pas tant que ça les courriels, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est Tout à fait. devenu plus rare. Voilà. Mais justement, c'est l'occasion aussi de leur apprendre à se présenter et tout ce qui concerne le CV, quand on fait un CV, qu'on met une photo, on essaye de ne pas avoir une casquette, on essaye d'être bien présenté. L'adresse courriel, il faut que ça soit, si possible, le prénom et le nom, et éviter des pseudos qui sont parfois un peu malheureux, hein, si je peux me permettre. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui permettent aux élèves de plus facilement obtenir l'accord pour un stage. Voilà. Et en complément, je dirais que ça vaut aussi pour la messagerie sur son répondeur de téléphone, puisque si on met son numéro de téléphone sur le CV et que l'entreprise vous appelle et que le message sur le répondeur n'est pas forcément approprié à une relation ou à une conversation un peu plus professionnelle, donc voilà, être aussi vigilant sur ces points-là. Et une fois le cap du CV et qu'on va déposer son CV dans l'entreprise ou dans un magasin ou autre pour solliciter l'accord pour son stage, il y a aussi la présentation physique à apporter quand on est en présentiel face à un recruteur. Donc, vous évoquiez la photo de CV sur la casquette, mais c'est exactement la même approche quand on va rencontrer directement son futur recruteur à ce niveau-là. Donc, peut-être des conseils aussi sur la tenue vestimentaire à leur donner. Voilà. Tout à fait. Après, ils n'ont pas besoin d'être en costume-cravate, bien évidemment. Non, bien entendu. Tout à fait, mais ce que vous évoquez sur la cravate, et peut-être qu'Elisabeth confirmera ces points de vue également. Oui, alors on a un sujet, c'est par exemple dans les hôtels, dans les grands établissements étoilés, on a eu l'expérience alors de jeunes à qui on demandait à minima de venir vêtus d'un pantalon noir, de chaussures correctes, voilà, sans pour autant leur demander forcément une veste, une cravate et chemise, mais c'est minimum, enfin respecter ces codes vestimentaires selon l'endroit où le stage est réalisé. Ça peut être exprimé par les employeurs. Oui. De toute manière, même en termes d'orientation, lorsqu'on envoie nos élèves en mini-stage dans les lycées, par exemple, technologiques ou professionnels dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, voilà, normalement, les établissements concernés demandent à ce qu'il y ait une tenue correcte. Voilà, Et je vais mesurer mon propos sur, alors pas sur la casquette, que la casquette c'est un point, mais par contre sur les chaussures, on peut se rendre en basket si on postule dans un magasin style Decathlon ou Go Sport, si on veut faire son stage dans le domaine sportif, ça peut être un avantage
à ce niveau-là. Oui, alors, et puis les baskets ne sont plus rédhibitoires dans le monde professionnel. En fait, communément aujourd'hui, on trouve des baskets partout, y compris dans la population cadre, dans les entreprises. Donc, c'est pas un sujet ou c'est pas quelque chose qu'on observe, sauf encore une fois dans certains établissements, lorsque les jeunes sont en observation à l'accueil et que la clientèle est d'un certain, on va dire, standing, on peut leur demander de porter certaines chaussures plutôt que d'autres. Je crois que quand même, par rapport à tout ça, généralement, il y a quand même une certaine bienveillance de la part du monde professionnel. Ils savent que ce sont de jeunes adolescents. Ce qui compte surtout pour eux, pour les professionnels, c'est que derrière, s'il y a un souci, l'établissement sera en capacité d'être facilement joignable, contacté et sera réactif. Et que les parents, quand les parents accompagnent, joueront aussi le jeu là-dessus. C'est souvent très rassurant pour les entreprises. Moi, je sais qu'en tant que chef d'établissement, fréquemment, en tout cas avec les partenaires avec lesquels nous avons noué des liens importants, ils nous disent ce qui nous convient avec votre établissement, c'est que s'il y a le moins de problèmes avec un de vos jeunes, on vous contactera et il y aura une réponse adéquate au niveau éducatif et voire une interruption de stage si le problème est important. Voilà. Et ça, c'est essentiel parce que sans quoi les employeurs, les entreprises hésitent s'ils se retrouvent confrontés à des problèmes de façon régulière. Avant de passer aux questions, il y a quelques questions dans le chat. Si jamais quelques jeunes n'arrivent pas à trouver de stage pour la période donnée, y a-t-il des solutions qui sont apportées par le collège, Grégory? Généralement, dans les collèges, c'est pour cette raison qu'on utilise un peu le réseau au sein de l'établissement pour essayer. Moi, je vous donne un exemple. Sur 180 élèves, on arrive généralement au dernier mois. Alors, je ne prendrai pas les années Covid qui étaient vraiment extrêmement difficiles et pas forcément significatives, mais généralement, il nous reste toujours bien 25% des élèves qui, un mois avant, n'ont pas encore leur stage. Et donc là, au niveau des équipes, on essaye vraiment d'activer notre réseau pour les accompagner. Ensuite, quand vraiment on est en difficulté, au pire des cas, soit on décale, parce que parfois on a d'autres entreprises qui pourraient prendre les stagiaires, mais ils ne peuvent pas prendre 4-5 stagiaires la même semaine. On décale éventuellement la semaine de stage, y compris sur certaines périodes scolaires, hors scolaire, temps de vacances, sous réserve que l'établissement soit en capacité d'organiser une astreinte pour répondre en cas de problème, accident ou autre. Voilà. Donc, moi, je le fais aussi pour les samedis, puisque il y a des entreprises qui ont des organisations du travail un peu différentes. Donc, il y a un certain nombre d'élèves qui sont en stage le samedi. Voilà. Et au pire des cas, pour vraiment les élèves qui n'ont pas réussi à avoir des stages, où on est vraiment dans une situation compliquée, on les accueille au collège et on fait plutôt un travail de recherche sur des métiers où ils vont rédiger un rapport pour présenter un métier. Et on essayera à un moment donné de les accompagner avec d'autres élèves qui parfois dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative sont pris en charge un peu différemment dans le cadre d'une orientation professionnelle. Voilà. Donc généralement, on arrive au final à avoir très très peu d'élèves sans solution. Parfait. Voilà. Mais c'est vrai que les établissements qui choisissent de faire des stages qui sont très tôt dans l'année scolaire, comme Madame Fuchs le disait tout à l'heure, novembre ou décembre, ça nécessite, c'est un peu plus difficile. Moi, je le fais plutôt au mois de mars. Parce que les délais sont courts. Voilà. Mais ça veut dire que l'établissement, dans la mesure du possible, essaye d'informer les familles pour que la recherche commence, si possible, l'été précédent.
Très bien. Je vous propose qu'on passe à quelques questions. Alors, il y a une question sur la lettre de motivation. C'est vrai qu'on a parlé du CV, on n'a pas parlé de la lettre de motivation. Faut-il que l'élève fasse aussi une petite lettre de motivation? Alors, les lettres de motivation ne sont plus exigées maintenant dans les démarches de candidature, hein, y compris par les demandeurs d'emploi. On les regarde moins qu'avant. Maintenant, si l'élève a une plume un peu déliée et à l'aise, et puis c'est rédigé ses motivations, c'est toujours un plus. Et puis, ça permet vraiment de conforter sa réflexion. Enfin, ça montre la démarche qu'il a, sa réflexion. Ça permet d'argumenter. Donc, c'est toujours un plus. Mais il ne faut pas que ce soit bloquant. Puis ça peut lui permettre de préparer son argumentaire quand il va aller se présenter face au Tout à fait, tout à fait. C'est toujours un bel exercice. C'est un plus. Il y a un sujet alors un peu plus spécifique sur une jeune qui souhaite découvrir le métier d'enseignante en école maternelle. Et apparemment, il y a eu des démarches qui ont été effectuées auprès de plusieurs écoles et les enseignants seraient OK, mais nous disent que ce n'est pas accepté par l'inspection académique. Alors, est-ce que vous auriez des pistes, soit pour découvrir ce secteur, ou est-ce que c'est une problématique de pouvoir suivre un enseignant? Alors, par rapport à ces stages-là, c'est vrai que normalement, les différentes inspections académiques ou rectorats demandent à ce que ce soit des stages plutôt vers la découverte du monde de l'entreprise ou du monde associatif. Et c'est vrai que les stages dans le monde de l'enseignement ne sont pas possibles. Parfois, ils ont pu se faire de façon voilà, très en catimini, on va dire, mais normalement, ils ne sont pas possibles parce que les établissements scolaires et les écoles reçoivent déjà beaucoup de stagiaires, soit en formation, soit dans le cadre du monde de l'université. Et il n'y a pas forcément d'intérêt à ce qu'un jeune, de façon trop précoce, réalise un stage dans le milieu d'enseignement. Voilà, donc c'est pas l'objectif premier, c'est vraiment la découverte du monde de l'entreprise. Voilà, c'est l'objectif. Voilà. D'accord. Donc, il en est de même dans un collège, parce que j'ai eu 2 questions aussi sur le collège. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Ouais, pour compléter là-dessus, alors nous, ce qu'on a pu observer, c'est parfois des propositions de stage par le rectorat lui-même, hein, donc le rectorat qui propose d'accueillir des stages en son sein ou au niveau de l'académie. On a les CIO aussi. Alors, je ne sais pas s'ils existent encore. Je me posais la question. Ils existent encore. On avait des CIO donc par site qui proposent des stages et ça peut être intéressant pour les jeunes. Et puis, on a eu aussi des cas de collèges dans lesquels les parents parfois avaient quelques réserves par rapport à des départs de jeunes trop loin du collège et où les collèges finalement avaient quelques stagiaires en leur sein pour des jeunes qui ne pouvaient pas partir. Enfin, il y avait des histoires de déplacement, de temps de déplacement. Mais c'est vrai que c'est pas la solution idéale puisqu'a priori le collège, c'est quand même, ou l'école, c'est quand même l'endroit que connaissent le mieux les élèves. Et l'objectif du stage d'observation, c'est de voir autre chose. Voilà, donc on les encourage quand même à aller un petit peu ailleurs pour peut-être mieux y revenir ensuite. Mais c'est intéressant d'utiliser ce temps de découverte pour découvrir un peu d'autres employeurs. Tout à fait. Oui, alors après, il y a différents métiers dans les établissements scolaires. Il n'y a pas que le métier d'enseignant. Après, c'est vrai que c'est quand même délicat de prendre au secrétariat de direction voilà, un stagiaire de troisième. Hein, voilà, on en prend généralement plus sur les niveaux bac pro ou BTS ou BUT. Après, éventuellement, il y a certains établissements qui, quand la restauration scolaire est directement gérée par le PLE, qui acceptent de prendre des stagiaires, même stagiaires de troisième, mais c'est vraiment à la marge quand il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Par contre, on en prend souvent pour des formations type agent polyvalent de restauration, oui. Voilà, pour aider, parce que ça aussi, les stages de troisième sont parfois difficiles, mais les stages liés à une formation professionnelle, c'est aussi pas évident pour certains jeunes. Voilà. Très bien. Écoutez, nous arrivons sur la fin de ce webinaire.
Elisabeth et Grégory, je tenais au nom de la région Sud, de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'ONICEP et du Carré Foref à vous remercier pour vos interventions et votre expertise. Et je pense que voilà, ça a pu apporter pas mal de réponses aux parents qui aident leurs jeunes dans la recherche de leur stage d'observation de troisième et puis leur donner beaucoup de conseils. Donc, de nouveau, un grand merci à vous deux. J'en profite également pour vous dire que vous allez recevoir un email une fois que nous aurons clôturé ce webinaire avec le replay. Donc, vous aurez accès au replay pour toutes les personnes qui souhaitent le visionner ou qui n'ont pas pu se connecter et qui recevront aussi ce replay. Et il sera également accessible sur le site de l'orientation de la région Sud. Voilà, un grand merci à vous deux et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Merci. Au revoir.